Allez, on va vous rassurer, il ne nous a pas quitté. Benoît Péranchet a juste changé de case aujourd'hui. Bonjour Benoît, qui m'accompagne pour votre rendez-vous derrière l'image. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et en l'occurrence, aujourd'hui, une image qu'on a tous en tête. Elle est restée gravée dans la mémoire collective. Qu'on soit supporter ou non, on la voit. Racontez-nous ce qu'on y voit. Rappelez-nous la séquence et ce qu'elle nous dit aussi. L'image d'un bus. Elisabeth, les rideaux tirés derrière ses vides, des joueurs de l'équipe de France en conflit ouvert avec leur fédération et leurs sélectionneurs. On est à Naïsna, en Afrique du Sud, en 2010, et en pleine Coupe du Monde, des joueurs qui décident devant les caméras du monde entier. Vous voyez d'ailleurs au premier plan, c'est très nombreux journalistes qui assistent donc à cette scène. Ces joueurs en grève qui refusent de s'entraîner pour protester contre l'éviction de l'un des leurs, Nicolas Anelka, accusé d'avoir insulté Raymond Domenech 2 jours plus tôt à la mi-temps de leur deuxième match de Coupe du Monde face au Mexique. Le journal L'Équipe s'en est fait l'écho avec une qui elle aussi a marqué les esprits. Nicolas Anelka face à Raymond Domenech et ces mots que personne n'a oubliés: va te faire enculer, sale fils de pute. Tout cela devant donc des dizaines de journalistes médusés devant la fronde de ces joueurs qui refusent donc de s'entraîner, alors que ce jour-là, la séance, elle était ouverte à des enfants des townships de Naïsna, la ville du camp de base des Bleus en Afrique du Sud. Voilà pour le contexte. Netflix a donc sorti jeudi dernier un documentaire sur cette histoire, l'autopsie du plus gros scandale de l'équipe de France de foot. Absolument, 16 ans après, alors que cette équipe de France a été depuis championne du monde en 2018, qu'elle a disputé une finale de Coupe du Monde en 2022, qu'elle a disputé une finale du championnat d'Europe chez elle en 2016, que sur le plan des résultats, de l'attitude des joueurs, il n'y a rien à dire. Il n'empêche que le souvenir de ce naufrage, du naufrage de Naïssa, est encore bien vivace parmi les acteurs du plus grand fiasco de l'histoire de l'équipe de France. Un retour de 79 minutes sur l'une des pages les plus noires, les plus obscures de l'équipe de France, à travers les témoignages de Raymond Domenech et de 3 joueurs, le capitaine Patrice Evra, William Gallas et Bakary Sagna. Le film qui nous replonge dans l'atmosphère irrespirable qui régnait au sein de ce groupe en Afrique du Sud, une crise qui a connu son paroxysme quand les joueurs donc ont décidé de boycotter leur entraînement à Naïsna, donc devant les caméras du monde entier. Extrait. On voulait tous la même chose, mais on s'est tous perdus. On essaye de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Je me retrouve à recevoir des menaces de mort. J'ai dû fuir de chez moi. Sur le photo, il n'y a rien. J'avais oublié la violence de cette histoire. Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j'ai pris mes responsabilités et j'aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. Allons-y. Voilà, la promesse de ce documentaire, c'est d'éclaircir certaines zones d'ombre. Oui, parce que même après 16 ans, même après une enquête parlementaire, eh bien, on ne connaît pas toute cette histoire. Il y a encore des non-dits, des zones d'ombre, comme vous le dites, Elisabeth. Le personnage central du doc, c'est encore une fois Raymond Domenech, comme en 2010, l'ancien sélectionneur des Bleus qui ne s'est toujours pas débarrassé de son éternel rictus, de son côté provocateur, toujours aussi difficile à lire et à comprendre. Il a confié ses notes au producteur, une sorte de carnet de route, un journal dans lequel il commente à chaud ses impressions pendant la compétition, mais pas que. Il y a aussi des commentaires acerbes sur les joueurs. Anelka qui est passé sans me regarder, ce gros con, Gourcuff, mais qu'il est con, autiste léger, d'abord, et ensuite con. J'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis. Le jour de la grève, Raymond Domenech qui s'était présenté devant nous, journalistes, pour lire le communiqué des joueurs. Ce même Raymond Domenech qui, quelques instants plus tôt, avait tenté de contrecarrer les plans de ses propres joueurs en subtilisant les clés du fameux bus. Regardez. En fait, on a tout bien calculé. On arrive, on descend du bus, on signe les autographes et on repart à l'hôtel. Alors, regarde, pourquoi le bus il démarre pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Pour l'instant, le bus n'est pas parti. Les joueurs sont montés dans le bus et ils discutent. Sont où les clés?
je prends les clés pour pas qu'ils s'en aillent, parce que je reste persuadé que je vais encore les convaincre d'aller s'entraîner. Personne bouge. Le plan, c'est le plan. Là, ça fait quoi? 10, 15, 20 minutes que t'es dans le bus. C'est chaud, il y a de la tension, il y a de la buée sur les vitres. En fait, on est bloqué. Ouais, c'était un moment unique, là. Tu vois, on se sent, on est comme des bêtes de foire. Et on est resté là, comme des idiots, pendant combien de temps? J'aurais dû les laisser repartir tout de suite. Peut-être. C'est peut-être mon erreur. Voilà, il est droit dans ses bottes quand même, Raymond Domenech. On n'en attendait pas moins de l'ancien sélectionneur des Bleus. En tout cas, c'est pas ce documentaire qui va le réhabiliter dans le cœur des Français. Mais est-ce qu'il en a quelque chose à faire? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, il a réagi, Raymond Domenech, juste après la diffusion de ce documentaire. Sa réaction, cela devait être le documentaire de l'explication. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne, un film totalement à charge et d'une partialité nauséabonde. L'ancien sélectionneur des Bleus qui assure que la production du film n'a pas tenu ses engagements alors que sa participation au documentaire était conditionnée, dit-il, à un droit de regard sur tout, ce qui lui a été refusé avec la plus grande malhonnêteté. Voilà pour le commentaire de Raymond Domenech. Bon, vous nous dites pas de grosses révélations au final. Ouais, on savait que les propos rapportés par l'équipe n'étaient pas exactement ceux qui avaient été prononcés par Nicolas Anelka. La réalité d'une altercation à la mi-temps de France-Mexique entre le joueur et son sélectionneur n'est pas à démontrer, mais pas en ces termes rapportés par le plus grand quotidien sportif français dans une dérive sensationnaliste qu'on pourrait qualifier aujourd'hui. Nicolas Anelka qui attaquera l'année suivante le journal pour diffamation. Le média sera relaxé, la justice considérant que le travail de vérification avait été bien fait par les journalistes de l'équipe. Le mystère demeure en revanche sur l'identité de la personne qui a informé les journalistes de l'équipe, la fameuse taupe, la taupe évoquée par Patrice Evra la veille de la grève des joueurs. Regardez. Que la presse nous traite de nuls, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse, là, écrive des mots comme ça, on va où? On n'est plus dans le football, là, on est des êtres humains. Ne me dites pas que la presse fait son boulot. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux? Non, mais je vous demande. Là, à ce moment-là, c'est mon cœur qui a parlé. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. La question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Voilà, ce scandale sportif. Ces images qu'on avait oubliées quand même. Absolument, en Afrique du Sud, mais qui se transpose et qui arrive en France. Ça devient un scandale d'État à l'époque, avec la ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, qui est envoyée en mission par l'Élysée pour tenter de calmer l'incendie. Elle demande aux joueurs « Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ?» Ça les touche, elle les materne un petit peu. C'est comme ça qu'il qualifie un peu l'intervention de Roselyne Bachelot auprès d'eux. Et quelques jours plus tard, eh bien, la ministre des Sports tient ses propos à l'Assemblée. Changement de ton, revirement total de Roselyne Bachelot. Écoutez, et souvenez-vous. Je ne peux que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre. Le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Bon, ce qui ressort de ce documentaire, Benoît, c'est que les plaies restent bien ouvertes. Oui, on se replonge dans une Coupe du Monde et cette ambiance extrêmement lourde, extrêmement pesante, mais il faut se souvenir que cette équipe de France, elle était déjà en plein désamour avec ses supporters avant même de se rendre en Afrique du Sud. Il y avait eu l'Euro 2008 catastrophique, cette demande en mariage lunaire de Raymond Domenech à sa compagne de l'époque, Estelle Denis, alors que les Bleus venaient à peine d'être éliminés. La main de Thierry Henry en 2009 qui qualifie les Bleus pour ce mondial. La guerre entre le sélectionneur et les médias, des tensions, des clans au sein même de cette équipe. Tous les ingrédients, vous l'avez compris, étaient donc réunis pour mener à ce fiasco. Pour avoir été sur place, j'ai le souvenir d'une ambiance donc
électrique, d'un bateau à la dérive, d'un sélectionneur totalement isolé du reste de son équipage pour filer la métaphore, des événements qui s'enchaînent d'heure en heure, tout aussi lunaires, grotesques les uns que les autres. Une équipe de France jetée en pâture en Mondiovision. 16 ans plus tard, on voit que les cicatrices ne sont pas refermées. Il n'y a qu'à constater le nombre de réactions depuis la sortie de ce documentaire. Les rancœurs sont encore bien tenaces. Pourrait-il en être autrement lorsque certains de ces acteurs-là ont été victimes de menaces de mort? Bon, en espérant que ça ne soit pas la même au prochain rendez-vous. La page a été tournée, en tout cas sur le plan des résultats, mais c'est toujours très très compliqué. C'est ce que ça démontre aussi, très très compliqué d'être le sélectionneur, de manager un groupe d'hommes pendant aussi longtemps et avec des pressions énormes dans un sport aussi médiatisé. Bon, le prochain mondial, on en profite peut-être. Coup d'envoi le 11 juin prochain. Et avec Benoît, on vous donnera évidemment des nouvelles de façon à la mi-journée, tous les jours. quotidienne.